Amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Jeunesse en mission. Aimer, c'est grandir. Mais que se passe-t-il quand une relation, au lieu de construire, détruit? Quand une amitié fatigue plus qu'elle ne réconforte? Quand l'amour devient source de peur, de culpabilité ou de mal-être? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vivent des relations toxiques sans toujours mettre des mots déçus. Par peur d'être seul, par attachement ou par pression sociale. Ils restent enfermés dans des liens qui les blessent. Alors, comment reconnaître une relation toxique? Comment s'en libérer sans se perdre soi-même? C'est le sujet de notre émission Jeunesse en mission de ce jour. Jeunes, comment gérer les relations toxiques? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Fidèle Onvou. Il est psychologue. Monsieur Onvou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Constant. C'est un honneur d'être ici avec vous pour débattre de ce sujet brûlant, quoique mal perçu, un sujet qui crée beaucoup de dommages dans les relations et dans la vie de beaucoup de jeunes. Alors, ma première préoccupation justement, vous êtes au contact de ces jeunes-là tout le temps, vous les accompagnez et de votre position de psychologue, vous avez assez de retours. Je voudrais savoir si nous pouvons considérer que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, nous vivons tous des relations toxiques. Non, je le dirais avec un non certain. Nous ne vivons pas tous des relations toxiques. Aller dans ce sens, c'est croire que vous et moi, déjà, notre relation est toxique. C'est dit déjà que partout où nous passons, nous sommes en compagnie des gens qui nous en veulent, qui nous empoisonnent, qui font tout pour que nous n'évoluions pas, pour nous détruire. Donc, non, on n'est pas tout le temps en relation avec des gens toxiques. On ne vit pas dans toutes les relations que nous avons, ne sont pas des relations toxiques, mais la majorité des relations peuvent être toxiques. Quand je dis la majorité, on peut être en relation avec 10 personnes et avoir jusqu'à 4 personnes qui développent avec nous une relation toxique, eu égard à un certain nombre de choses qui existent aujourd'hui, à un certain nombre de paramètres par rapport auxquels nous rentrons en relation avec les autres. Comment reconnaître alors qu'une relation est devenue toxique, surtout quand il s'agit d'une relation amicale ou amoureuse? Voilà. Une relation amicale ou amoureuse est toxique. Je reviens d'abord à la définition de l'adjectif qualificatif toxique. Le mot toxique renvoie à quelque chose qui nous empoisonne, à un environnement qui nous insécurise, à un environnement qui nous met mal à l'aise. Quelque chose qui nous réduit et qui dégrade l'ambiance, l'environnement, qui contribue à nous affecter à la longue. Donc une relation est toxique. Quand on parle de relation, c'est un lien entre deux personnes. Autrement dit, parler de relation toxique, c'est demander quand est-ce qu'un lien devient un poison. Quand est-ce qu'un lien avec une personne lambda devient un lien qui empoisonne, qui détruit, qui peut être source de mort, de danger ou de maladie à la longue. Donc, comment reconnaît-on une relation toxique? Une relation est toxique lorsqu'elle commence par nous détruire, lorsqu'elle ne nous procure pas sécurité, lorsqu'elle nous met en danger, lorsque vivre en présence de l'autre est source de malaise, source de malheur, source de douleur et donc source de maladie. Si on doit rentrer dans la logique de la santé mentale, être en présence de l'autre me cause des douleurs. Je peux, en face de l'autre, me mettre à vivre des céphalées, des maux de tête, des troubles. On peut avoir des troubles digestifs rien qu'en étant en présence de l'autre, c'est-à-dire, dès que je le vois, j'ai envie de vomir. Dès que je le vois, j'ai une colère qui me monte à l'esprit. Dès que je le vois, je ne me sens plus dans ma peau. Dès que je le vois, j'ai l'impression que je vis une instabilité émotionnelle. Je ne sais plus s'il faut rester en présence ou s'il faut partir. Je me demande si je l'aime vraiment ou si je ne suis pas avec lui par pitié. Ainsi de suite, je suis déjà dans une relation où je ne suis pas équilibré, une relation qui ne me sécurise plus.
C'est une relation où je me bats pour exister. Ce qui veut dire que je ne vis plus la relation, mais je suis dans une lutte perpétuelle pour pouvoir tenir le coup et ne pas m'en séparer. Alors, pourquoi les jeunes restent-ils, puisque là se pose la réelle question, pourquoi restent-ils souvent prisonniers des relations qui leur font du mal? Est-ce par peur de se retrouver seuls ou par dépendance affective? Voilà. Vous commencez à sortir les mots qui renvoient à justement cette relation. Une relation toxique, comme on l'a prédéfini tout à l'heure, c'est une relation qui met mal à l'aise ceux qui la vivent ou une personne qui la vive, une personne des deux qui la vivent. Cela suppose que automatiquement, dans cette relation, il y a une personne qui apparaît comme persécutrice et il y a une autre personne qui apparaît comme une victime. Donc dans la relation, il y a une victime qui essaie de lutter pour supporter, pour continuer à vivre la relation. Il y a une autre personne qui abuse de cette victime, donc une personne persécutrice. Pourquoi n'arrive-t-on pas à se séparer? Parce que la relation a été mise en place sur des fondements qui sont faux. Généralement, une relation toxique est permise par la personne qui est victime. Une personne victime tolère une personne qui abuse d'elle. Sans toujours réagir. Sans réagir. Comment? La relation toxique aura pour fondement, au prime abord, des attachements. Les psychologues parlent des types d'attachements. Il y a un psychologue, John Bowlby, qui parle de l'attachement, et il parle de l'attachement insécure, de l'attachement anxieux, de l'attachement évitant. On ajoute un quatrième type d'attachement qu'on appelle l'attachement désorganisé. L'attachement sécure, c'est un attachement dans lequel vous et moi, on se sent en sécurité l'un en présence de l'autre. J'ai une très bonne estime de moi-même, vous avez une bonne estime de vous-même, et je ne deviens pas la personne avec qui vous devez vivre, la personne sans laquelle vous ne pouvez pas vivre. Le contraire de l'attachement, donc l'attachement insécure, particulièrement anxieux, c'est un attachement dans lequel, quand je suis en présence de vous, j'ai peur que vous partiez. Et quand vous allez partir, j'ai peur que vous ne reveniez pas. Donc, je me sens en insécurité, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous fais pas confiance. En présence de vous, je n'ai pas confiance. Je me dis, il va me maltraiter maintenant. Dans l'attachement insécure, on se sent en insécurité en présence de l'autre. On n'a pas confiance, on ne sait pas ce qui va se passer. On est sûr que l'autre va nous martyriser, va nous maltraiter. Dans l'attachement anxieux, on est en présence de l'autre, mais on a peur que l'autre nous abandonne. Et on veut alors tout faire pour que l'autre ne parte pas. Dans l'attachement évitant, on est en présence de l'autre, mais on se met à distance, on évite l'autre par peur d'être victime d'une manipulation. On évite l'autre par peur de souffrir de quelque chose. Dans l'attachement désorganisé, on a l'attachement insécure, on a l'attachement anxieux et on a l'attachement évitant. La plupart des relations amoureuses s'établissent en fonction du type d'attachement qu'on a développé. Il faut se poser maintenant la question de savoir à quel âge développe-t-on les attachements. Effectivement, on y va. L'attachement se développe très tôt dans l'enfance. L'enfant, quand je parle d'attachement, ce n'est rien d'extraordinaire. Bowlby a étudié à partir des enfants à bas âge, 2 ans. Un enfant qui est avec sa mère et, sans être informé, constate que la mère vient de disparaître de l'espace. Je parle de la maison par exemple. La maman est là, vous savez, nos mamans, une façon courante d'aller rapidement au marché ou d'aller rapidement au service, d'aller à un endroit, mais on ne prend pas soin d'avertir l'enfant. On se dit, c'est un enfant, bon, ou bien quand je partirai, il va trop pleurer. Je n'aimerais pas qu'il me voit partir. Donc on se cache. On se cache ou on le cache et on part. L'enfant finit par se rendre compte que une personne qui me procure sécurité, qui est ma mère, qui quand elle est dans l'environnement, je me sens protégé, vient de disparaître. Quand on le ramène dans l'espace que l'enfant partageait avec la mère, l'enfant constate que cette personne qui lui procure sécurité n'est plus là. Mais l'enfant n'a aucun moyen pour demander à telle ou telle où est-ce qu'elle est. L'enfant se contente de pleurer ou de souffrir de son absence. Dès que le parent procède de cette façon, le parent va revenir, la maman va revenir seule, le papa il va revenir. Quand il reviendra, l'enfant peut être réticent.
se sentit maintenant en insécurité parce que ce monsieur, à tout moment, peut encore disparaître. Cette dame peut à tout moment disparaître. Donc, se sentant en insécurité, je ne lui fais plus confiance. Ça veut dire que dès que la maman vient, l'enfant peut être dans l'environnement de la maman, mais tout en se disant, il ne faut pas forcément trop s'attacher. La peur et la confiance. Donc, on ne fait pas confiance, on a peur. Dans l'attachement anxieux, lorsque le parent revient, l'enfant se dit qu'il repartira à tout moment. Donc, il est anxieux. Il a une peur d'un départ imminent de la mère. Donc, la maman, il peut se mettre à pleurer. Dès que la maman tourne un peu d'eau, il peut se mettre à pleurer. Donc, la personne là, l'enfant là, va s'attacher à la mère. Dès que la maman, mais je veux juste ici, je suis dans la chambre, mais je ne repars pas. L'enfant, ne sachant rien, va se dire non, il ne faut pas te laisser parce que tu peux encore repartir à tout moment. Dans l'attachement évitant maintenant, l'enfant qui a été victime de ce départ inattendu d'une mère qui n'a pas averti, va éviter la mère. Donc, on sera ici, sa mère va revenir, tout le monde va courir vers la mère pour reprendre contact, pour avoir un câlin. Mais l'enfant va rester dans son coin, éviter carrément la mère. La maman va dire, mais je suis revenu, mais toi, tu n'es même pas revenu. Il peut s'agir du plus petit qui va trouver que, non, toi, je n'ai plus de contact avec toi. Il va mettre une distance dans la relation pour éviter de souffrir à nouveau. Lorsque quelqu'un a vécu une situation comme ça, dans l'enfance, et que personne n'a été là pour corriger, ce qui arrive régulièrement. L'attachement est lié donc aux séparations, l'angoisse de séparation, comment l'enfant a vécu la séparation. Imaginez qu'au-delà de cette relation où la mère part et revient, on prenne un enfant de sa famille, parce qu'une tante est venue visiter la famille et la tante partait et part avec l'enfant. Et il y a une séparation brutale. Et cette séparation a été peut-être définitive. Les parents auxquels cet enfant était attaché, l'enfant a été coupé. L'enfant va grandir dans un environnement où il va émettre des défenses, des mécanismes de défense pour se protéger. Désormais, donc à partir de l'âge adulte, enfin à partir de la jeunesse, commence donc par développer les différents points que vous avez évoqués tantôt. Donc, il va aimer en fonction de cet attachement. Il va aimer et développer un amour qu'on appelle l'amour pathologique. C'est-à-dire, s'il vous aime et qu'il est sûr que vous l'aimez, il voudra protéger la relation en étant attaché à vous de façon à ne jamais vous laisser partir. Ça va s'apparenter à la dépendance affective. Tout faire pour que vous soyez là. Dans les moindres détails, contrôlez votre présence. Être sûr que vous serez là. Vous appelez. Et donc, dans la logique de la dépendance, devenir envahissant. Si c'est un homme et une femme, si c'est la femme qui vit cet attachement-là, donc insécure, voudra contrôler l'homme à tout moment pour s'assurer de sa présence. Et en voulant contrôler, l'homme peut se sentir envahi, étouffé, parce que trop contrôlé. La plupart du temps, quand un homme se sent trop contrôlé, l'homme va trahir cette femme-là. C'est-à-dire que, me sentant envahi, étouffé, je ne peux pas être dans une relation où tu es tout le temps en train de... Allô, tu es où? Tu viens à la maison, alors qu'on est en relation amicale, on n'est même pas encore mariés. Tu apparais chez moi alors que je n'étais pas encore invité, ou je viens te trouver à la maison. Je ne suis pas du tout en sécurité. Ça veut dire que celui qui vit l'attachement insécure dans l'enfance, qui n'a pas su corriger, n'a pas pu soigner, va être envahissant à l'âge adulte. Dans cet amour pathologique, ça va rendre l'individu, le garçon, l'homme, se sentir en insécurité parce que étouffé, voudra s'en débarrasser. Mais je voudrais savoir, monsieur Onvou, tel que vous l'expliquez, est-ce que tous autant que nous sommes, je donne une estimation comme ça, à plus de 90% de jeunes aujourd'hui, est-ce que nous ne traînons pas ces blessures, choses qui rendent nos relations toxiques aujourd'hui? Justement. Je crois que vous abordez, c'est en tout cas une thématique très intéressante parce que c'est le quotidien du thérapeute que je suis. Quand nous allons dans un volet de matérialisation de ce que nous disons par la lecture de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, c'est l'auteur qui a traité des blessures d'âme, des 5 blessures d'âme qui sont un peu en relation avec les styles d'attachement que je viens d'énumérer. Lise Bourbeau parle des 5 blessures d'âme en parlant
de la blessure d'abandon, de la blessure de trahison, de la blessure d'injustice, de la blessure d'humiliation et enfin de la blessure d'injustice. J'ai parlé d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice et de trahison. Vous voyez, quand quelqu'un a été victime de la blessure d'abandon, tu prends une jeune dame qui a été victime de la blessure d'abandon est en relation avec le parent de sexe opposé. Donc, une personne qui a grandi en constatant l'abandon de son père va développer la dépendance affective avec le sexe opposé. C'est-à-dire, dès que cette personne, une femme, s'attache à un homme, ne voudra pas que cet homme-là l'abandonne. Parce que ne voudra pas vivre à nouveau ce traumatisme d'abandon qu'il avait vécu quand il était enfant. Mais le problème, la personne n'est pas informée. La personne ne sait pas que cet abandon... Oui, justement, est-ce que le monsieur en face, je prends cet exemple-là, est-ce que le monsieur en face est censé savoir forcément que c'est la situation qui conduit à la réaction de sa partenaire afin de mieux l'accompagner dans cette relation-là? Enfin, je le demande parce que nous sommes quelque part aussi responsables de ce que vit celle ou celui qui est en face de nous. Voilà. Et vous avez dit cela sans forcément être de mon métier, sans comprendre ce que je vis dans ce sens. Nous sommes responsables de ce que vit l'autre, surtout de façon inconsciente parce que nous choisissons nos partenaires pour régler un problème inconscient. Ah mais ça c'est encore nous. C'est pourquoi je dis, vous le dites sans être de mon métier, donc sans comprendre forcément ce que vous êtes en train de dire en profondeur. C'est-à-dire, je choisis mon épouse pour régler un problème inconscient et mon épouse me choisit pour régler un problème inconscient. C'est-à-dire, le choix, a priori, quand on prend le volet psychologique du choix du conjoint, si on ne s'en rend pas compte, quand on n'a pas été guéri de ces blessures d'âme et de ces traumatismes, c'est un choix, a priori, égoïste. Moi, j'ai eu un père qui a été absent et qui m'a abandonné en tant que femme. Je choisis mon époux. Si vous voyez les critères de choix du conjoint, du partenaire, de l'ami dans une relation amicale, je choisis quelqu'un qui me rassure de sa présence permanente. Ce qui est faux. Ce qui ne devrait pas l'être si nous voulons être réels envers nous-mêmes. Ce qui est faux parce que dans les débuts de relation, tous les hommes se montrent disponibles. Dans les débuts de relation, on est tout le temps présent, on répond au téléphone portable, on fait ceci, on montre à l'autre qu'on est totalement disponible. Ce qui est faux dans la réalité. Et si donc une dame a été abandonnée et je l'aborde, elle m'aborde, elle commence à vérifier si je peux être disponible. Donc, imaginez, avec le téléphone portable, elle m'écrit très tard la nuit, je réponds. Ben, avec le temps, elle se rend compte que je ne suis plus aussi disponible qu'avant. Effectivement. Rien que cette absence de disponibilité remarquée peut être un aspect qui lui rappelle l'abandon de son père. Ou bien les absences répétées de son père. Est-ce que cette dernière est vraiment consciente Elle n'en est pas consciente et moi, je ne suis pas conscient qu'entre-temps, la disponibilité que j'offrais était un critère fondamental qui faisait qu'on croyait m'aimer. Ça veut dire qu'on ne m'aimait pas. Ça veut dire que celui qui croit m'aimer cherchait à travers moi un père qui a été absent. Et moi, je comblais le vide d'un père. Mais est-ce que le père absent, enfin l'intéressé dont le père était absent, se rend lui-même ou elle-même compte qu'elle souffre d'un mal créé par l'absence de son papa, de son père? Justement, elle ne le sait pas. Comme moi-même, je ne saurais pas si ma maman a été absente. Je vais vouloir une femme qui puisse combler les vides créés par l'absence de ma mère. Je souffrirais d'une immaturité émotionnelle. Et donc, immature émotionnellement, nous nous retrouvons. Et dans cette immaturité, parce que nous n'avons pas soigné de traumatismes liés à l'abandon réciproque, nous allons choisir quelqu'un qui voudra combler nos vides. Et ça va tomber donc dans les relations toxiques, dans ce qu'on appelle la codépendance affective. Moi, je crois que je suis utile pour que tu existes. Et toi, tu crois que tu es utile pour que j'existe. Donc, je crois que sans moi, tu n'existes pas. Et l'autre aussi croit que sans moi. Chacun, quand il va s'en rendre compte, se dira, je vais lui faire vivre. Parce qu'avant moi, il n'avait pas trouvé de conjoint. Et lui aussi va dire, je vais lui faire vivre. Parce qu'avant moi, elle n'avait pas trouvé de conjoint. Donc, chacun croit qu'il est important dans la relation.
chacun croit tenir quelque chose et on commence à faire souffrir l'un et l'autre. Le thème est tellement intéressant et vaste. On aura une deuxième partie, si vous le permettez, parce qu'il y a beaucoup de points qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui. On a 26 minutes. Avant de conclure cette émission, moi, je voudrais savoir s'il y a relation toxique sans violence physique. Je voudrais savoir. Il y a relation toxique sans violence physique. Qui parle de relation toxique parle de violence. Mais toutes les violences ne sont pas physiques. Il y a des violences verbales. Oui, il y a des violences verbales. Il y a des violences physiques, effectivement. Oui. Mais quand je veux parler de violence, je veux parler des jeux psychologiques. Je veux parler de la manipulation. Donc, il y a des relations toxiques sans violence physique, mais qui sont plus amères, plus toxiques qu'une relation où on se porte des coups. D'accord. Parce que la personne qui est victime subit des abus par manipulation. On manipule la personne de la façon la plus subtile. Et tous les jours, la personne victime se retrouve en situation difficile, se demande, mais comment je me suis retrouvé là? Le lien se trouve entortillé, enchevêtré. C'est un lien qu'on mêle de beaucoup d'éléments toxiques liés à la manipulation, des jets de persécution, sans forcément porter des coups, des jeux de pièges, des pièges partout. Donc la relation est remplie de pièges, juste pour que l'individu, quand il se rendra compte d'un piège et voudra se défaire, se rendre compte qu'il est dans un autre piège. Se rendre compte qu'il est dans un autre piège. Donc un piège sans fin, en fait. Finalement, donc, on peut se retrouver dans une relation toxique où on ne porte pas de quoi à l'individu, mais l'individu est un peu comme emmailloté dans un ensemble de pièges qui l'empêchent de vivre, qui l'étouffe et en même temps dont il ne peut pas se défaire. Cela renvoie à la question que vous étiez en train de poser en demandant pourquoi on n'arrive pas à se défaire. On n'arrive pas à se défaire parce que aussitôt la relation commencée, aussitôt la personne qui est avertie qu'il veut nous malmener a mis tellement d'éléments que même quand on se rend compte, on voit que partout on est bloqué. Et il faut être suffisamment averti, avoir peut-être des accompagnateurs avertis pour finir par comprendre que en fait, celui qui apparaît en odeur de sainteté, c'est en fait cette personne-là qui est une personne persécutrice, qui a maîtrisé son jeu depuis le début. Et qui l'exécute. Et qui exécute des stratégies qui empoisonnent l'autre. Et l'autre, quand il veut en parler, il suffit que la personne avec qui il est en relation apparaisse. Et que vous écoutez la personne qui est en relation, que si vous n'êtes pas averti, vous allez tout de suite accuser celle qui apparaissait comme une victime. Parce que la personne, donc, qui est persécutrice, va se mettre tout de suite sous le couvert de l'agneau, de la victime, et démontrer par A plus B que c'est l'autre qui est fautif. Que l'autre qui est fautive, et va citer des cas. Ça va paraître bizarre à celle qui est réellement victime. On va clôturer, on va conclure cette première partie. On va revenir dans la deuxième partie sur les détails, plus en profondeur. Monsieur, on vous, 26 minutes, ça passe très vite. Dites-nous, quel message à l'étape, enfin, des points que nous avons eu à évoquer jusque-là, quel est le message que vous pouvez adresser à cette jeunesse qui vous écoute? Je dirais une relation amicale, une relation amoureuse, c'est toujours sur des fondements de notre être, de notre personnalité, de notre histoire. Nous avons tous une histoire, nous avons vécu des vies familiales et tout ce que nous avons vécu avant de devenir jeune adulte, je vais parler de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, l'âge d'installation, tout cela nous a impacté. Que ce soit bénéfique, que cela ait été très bien vécu avec des parents bienveillants, ou que cela a été mal vécu avec des parents qui eux-mêmes vivaient des mal-être et qui ont conduit à des vies de couple disloquées, nous avons été impactés. Il y a un auteur, il s'appelle Charlie Chaplin, qui dit « Nous avons été traumatisés tant par le bien-être que nous avons vécu que par le mal-être dont nous avons bénéficié. » Alors, avant de commencer à rentrer dans une relation, la première des choses à faire, c'est de profiter de toutes les occasions que l'Église offre pour la formation de la jeunesse, pour se connaître soi-même, pour aller à la rencontre de son histoire personnelle, pour offrir son histoire personnelle à Dieu, pour s'accepter. S'accepter en tant qu'individu avec une histoire complexe
dans ses hauts C'est et ses bas. Merci à vous, Monsieur Onvou. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On aura la deuxième partie, surtout de ce thème qui devient très intéressant, qui est d'ailleurs le quotidien de chacun de nous. On en parlera. Merci de votre disponibilité. Vous l'aviez toujours dit, ça n'a jamais été marchandé. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Je vous reprends le mercredi prochain pour un autre numéro de votre émission Jeunesse en Mission. Au revoir et à très vite. Merci.